En réalité, tu ne peux jamais parler en face de lui. Tu attends plutôt qu'il bouge et que tu parles derrière son dos. Les années passent, le jour passe. Nous avons compris que c'est ainsi que tu te comportes aussi avec nous et nous avons pris nos distances. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue dans Frodiaspo Sport, l'émission faite par nous, pour vous et pour tous ceux qui aiment le sport en général. Aujourd'hui, l'actualité reste dominée par quelques démissions annoncées du côté V-Club de Kinshasa, mais aussi le départ de son entraîneur, mais aussi Amadou Diaby poussé à la porte. Quand on finira là, on reviendra pour parler basketball, les nouveaux contrats avec la Fédération congolaise de basketball, les nouveaux projets bien sûr, le basketball féminin. Et après, on reviendra à Lupro Bakin pour vous parler du derby quinois qui s'est joué. C'était ce samedi entre le BC Terreur et le BC Onatra. Ça faisait 5 ans que le BC Onatra n'a pas pu avoir une seule victoire face à BC Terreur. Mais ça y est, c'est venu. Onatra a enfin battu Terreur. Et pour le faire, je le ferai avec Prince Bacha, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Junior Mokendi, bonjour à tous les internautes. C'est un réel plaisir d'être encore avec vous ce lundi pour parler du sport, notre passion. Merci beaucoup à Prince Bacha d'être venu. D'abord, on commence par se poser cette question. On se pose, bien sûr, moi le présentateur, je me pose aussi la même question. Quels sont les critères pour avoir un président à la tête d'un club? Les critères d'abord, c'est puisque nous parlons dans un contexte de la République démocratique du Congo, avoir l'argent. Ok. Si vous n'avez pas l'argent, ne vous hasardez pas de devenir ou de postuler en tant que président d'un club, surtout d'un grand club. Vous allez peiner, vous allez souffrir. Mais Amadou Diaby, avec ses moyens quand même chez les clubs... Je n'ai pas fini, c'était le premier critère. Le deuxième critère, avoir un projet à court, moyen et long terme. Surtout ça, parce que c'est au travers de ces projets que vous allez pérenniser tout ce que vous avez en tête pour que l'équipe puisse vivre. Je prends le cas du Tout-Puissant Mazembe. Ils ont eu un projet court, moyen et à long terme, mais ça permet à ce que l'équipe soit pérennisée. Et au-delà de ça, avoir un bon entourage, mais aussi une équipe managériale très forte. C'est ça. Si vous avez ces trois choses, vous pourrez vous relancer dans un club, dans une équipe, et voilà, on peut vous dire président Tobetelo Maboko. Mais Amadou Diaby, vous pensez que quand il arrive chez V-Club, il n'a pas un projet, il a le moyen. Mais un projet, d'ailleurs, ça doit être, parce que c'est obligatoire d'avoir un projet. Je ne crois pas que Amadou Diaby arrive chez V-Club sans un projet. Le problème, c'est que Amadou Diaby n'a jamais présenté un quelconque projet chez V-Club. Et c'est ça même le problème, le couac de la réunion qu'il devrait y avoir, ou même il n'a pas participé, parce que les grands fans de V-Club lui réclament, président, on ne voit rien. Qu'est-ce que V-Club doit faire pour sortir de cette crise? Vous allez voir avec moi que V-Club est qualifié au play-off, mais avec beaucoup de difficultés. Et il devrait y avoir une réunion entre le comité de V-Club et voilà, tous les membres de V-Club qui ont quand même une décision. Ils ne se présentent pas. Et là, les gens réclament, son départ. Il doit partir. Mais c'est un problème sérieux. Mais finalement, un président doit venir dans un club, ayant un projet ou pas, peu importe, pas seulement le club, peu importe institution aujourd'hui, vous venez, vous avez un projet ou vous n'avez pas peut-être un projet, vous entamez les choses, on vous coupe votre mandat, donc vous devrez partir avant votre mandat. Mais c'est quoi cette politique? Pourquoi pas lui laisser finir le mandat en tant que président avec ou son projet et après V-Club pourra se dessiner le nouvelle ligne ou soit page d'histoire. Mais regardez, lorsque Amadou Diaby arrive chez V-Club, V-Club était buté dans plusieurs problèmes. Il arrive pour instaurer quand même la bonne image de l'équipe. Il ramène les anciens joueurs que vous connaissez, les Ebunga et les autres, il les ramène. Au-delà de ça, il les rassemble avec les jeunes, croyant que c'est grâce à ça que V-Club va persister. Bon, ça, ce n'était pas encore la phase projet, c'était d'abord la phase maintenir V-Club à un niveau quand même. Bien que ça n'a pas marché, puisque nous tous avons vu les scores chez V-Club
tout au long de la Linafoot cette saison, c'était catastrophique. Bien que l'équipe est passée à l'étape des playoffs, mais est-ce que ces playoffs va garantir avec Club de jouer jusqu'au dernier carré? Au-delà de ça, Amadou vient, il amène d'abord un premier sponsor que vous connaissez avec moi, on peut citer parce que c'est un sponsor connu, Milvest. Les gens ont applaudi croyant que c'est Milvest qui viendra mettre tous les moyens possibles et acheter des joueurs un peu partout en Afrique pour que voilà, Vecleb puisse relever les niveaux, mais ça n'a pas marché parce que vous allez voir qu'il y a des certains joueurs africains qui sont chez Vecleb, mais jusque là ça ne marche pas toujours. Est-ce qu'on va dire que c'est ces joueurs qui n'ont pas les niveaux ou voilà, c'est un cop comme on peut le dire aujourd'hui, celui-ci amène tel joueur, celui-ci amène tel joueur, mais ça ne marche pas? Non, je ne crois pas. Vecleb, c'est une équipe problématique depuis très longtemps. Aujourd'hui, Amadou Diaby, s'il part, est-ce que celui qui viendra après lui va relever les niveaux? Mais toi, en tant que lecteur du monde de sport, je parle littéralement, pour ne pas dire Moutoua Tanga Ramarambi Sport, lecteur dans le monde de sport, analyste sportif et aussi journaliste. C'est quoi le vrai problème après vos diagnostics de Vecleb aujourd'hui? Parce que on comprend que avant Bestine Kazadi égale après Bestine Kazadi, aujourd'hui on ne veut plus d'Amadou Diaby, on va avoir quelqu'un autre qu'on ne voudra toujours pas. C'est quoi le vrai problème dans Vecleb aujourd'hui? D'abord, il y a un an ici, Deo Voidi. C'est lui qui se réclame, voilà, après qu'Amadou soit parti, lui il va relancer Vecleb. Parce qu'il amène quoi lui ici? Et ce qu'il est en train de réclamer chez Amadou, il dit qu'Amadou, lui, n'a pas de projet. Attends, Amadou n'a pas de projet. Attends, par moment, Prince, même Madame M, qui nous suit depuis quelque part, qui t'aime beaucoup, peu importe là où on te donne de gérer, tu dois avoir un projet. Même moi, même toi, même tonton Roussel, on doit avoir un projet au préalable, que ce soit par écrit, que ce soit dans nos têtes, on a un projet. La manière de dire que tel n'a pas un projet, tel autre n'en a pas, nous ne sommes pas de prophètes. Le problème, c'est peut-être que ce projet-là d'Amadou Diaby a connu des couacs. Mais lui, il amène quoi? Bon, ok, Amadou n'a pas de projet. Lui, c'est quoi le tout premier ligne de son projet? Il n'a rien présenté jusqu'à là. Voilà. Même sur sa sortie médiatique, il a dit que Amadou n'a pas de projet. Moi, ce que je veux faire, c'est je vais amener des bons projets qui vont faire à ce que Vecleb puisse revenir au niveau national. Et c'est ce que nous craignons parce que les gens disent qu'Amadou n'a pas de projet. Je ne crois pas parce que c'est un homme, il a un esprit managérial. Et tout homme qui a un esprit managérial doit toujours nécessairement avoir un projet. Là, à sa première reine chez Vecleb, dans sa conférence de presse, Amadou n'avait pas présenté les projets, mais il avait présenté ses plans d'action. Ses plans d'action étaient d'abord de stabiliser Vecleb. Et moi, à mon humble avis, je pense qu'il a stabilisé Vecleb parce que avant lui, Vecleb était dans une chute totale. Vecleb ne parvenait plus. On disait même que Vecleb n'était plus une équipe qui pouvait jouer la Ligue 1. C'est ce que nous on disait. Vecleb ne pouvait plus jouer, mais il a stabilisé Vecleb à un moment où voilà, on s'est dit que Vecleb essaye de retrouver quand même les jambes, essaye de retrouver les moyens afin de garder toujours le cap à la Ligue nationale de football. C'est ce qu'il avait dit lors de sa conférence dans ses premières années quand il est venu chez Vecleb. Mais après, il y a certains projets qui peuvent rester internes. Il ne peut pas présenter ça au grand public. Et c'est ce que les gens prennent leur mal à penser, ils ne veulent pas prendre leur mal à patience. Ils veulent directement que voilà, Amadou sorte médiatiquement pour dire que voilà, on va réaliser ça. Alors que il y a des contrats particuliers, tels que Milvest. Il a fait peut-être un contrat qui pourrait, je ne sais pas, dire 5 ou 10 ans, qui ne voudrait pas présenter, de peur qu'on aille vite en besogne. Et puis voilà, aujourd'hui, c'est les supporters qui réclament, non, il doit partir. Ok, d'accord, s'il partait. C'est monsieur Deo Voidi qui voudrait aujourd'hui prendre la tête de Vecleb. Est-ce que lui, il serait capable aujourd'hui de stabiliser Vecleb? Et attention, Junior Mukundi, nous sommes à une étape où nous entrons dans un moment crucial du championnat national. C'est les playoffs. Et il y a 12 équipes qui sont qualifiées. Et Vecleb a fini, je crois, 4e au classement dans le groupe B où il était casé. Il a fini 4e. Mais dans l'ensemble des 16 équipes qui sont qualifiées, on dirait que Vecleb a fini 7e ou 8e, quelque chose comme ça. Sortir un président de la tête de cette équipe et amener un autre, ça va déstabiliser en premier l'équipe et deuxièmement, ça va déstabiliser les morales, surtout les finances. Parce que si aujourd'hui Amadou partait,
Il partirait avec tous les membres qu'il a amenés. Il partirait peut-être aussi avec les coachs. Il partirait aussi avec ses finances. Mais les coachs, lui, d'ailleurs, il est déjà parti. Il est resté avec les coachs adjoints. Le coach titulaire a réussi un contrat avec, je crois, l'équipe nationale libyenne, où carrément, le gars, il s'est décidé d'aller au niveau de Tripoli et continuer son aventure en tant qu'entraîneur. Donc, chez Vecleb, il est parti. J'aimerais qu'on passe. On lui qualifie d'avoir tenté s'approprier le club de Vecleb. Amadou Diaby. Ça veut dire qu'il est président, mais il n'est pas propriétaire du club. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas président fondateur, vous êtes un président élu, c'est comme la République démocratique du Congo, c'est comme ça avec Vecleb. Vous devenez président de la République, vous nous engagez pour un moment, mais après, si on pense qu'on doit passer à l'Assemblée générale élective et que vous devriez partir, Amadou doit partir pour laisser sa place à quelqu'un autre. Mais au-delà de tout ce qu'on acquise à Amadou Diaby, on lui acquise aussi... est-ce que tonton Roussel, je peux passer mon téléphone après, hein? C'est pas grave. Alors, je te passe mon téléphone. Ça, c'est les comptes Wikipédia de Vecleb qui a été modifié par Amadou Diaby. Vous allez voir quelque part, c'est écrit propriété Touran Mildon, je crois. Là, c'est là les problèmes. Voilà ce qu'on qualifie d'être le source de problème. Voilà ce qu'on qualifie d'être la malhonnêteté d'Amadou Diaby. Voilà ce qu'on qualifie d'être avoir l'intention de vendre le club. On dira qu'il est allé même voir d'autres notables, je crois notaires, pas de notables, notaires, pour essayer de modifier le statut de Vecleb et s'approprier Vecleb. Ça, par exemple, pour un président qui veut s'approprier un club, je vous donne des volets. Si c'est lui-même qui donne ses moyens dans ces clubs-là, et que le club qui doit vivre normalement de cotisations, d'achat de billets et de vente de maillots, le club ne le fait pas. C'est lui qui met son argent. Est-ce que s'il pense s'approprier le club, est-ce un problème? Là, je m'adresse directement à tous les Banavea. Aujourd'hui, on dit que voilà, d'abord, je ne prends pas parti d'Amadou. J'essaie d'analyser selon plusieurs contextes ici parce que il y a plusieurs présidents aujourd'hui qui sont passés chez Vecleb, qui sont partis et je pense qu'Amadou partira. Je prends d'abord les contextes du général Tango Fort. À une époque, vous vous souvenez, Junior, on disait que c'était lui les propriétaires du club et que lui, s'il partait aujourd'hui, Vecleb va mourir. Mais Tango Fort était parti. Mais qu'est-ce qu'on a amputé à Tango Fort? On disait que Tango Fort, c'est lui-même qui vend les joueurs. C'est lui-même qui achète les joueurs. Ça veut dire que personne ne peut faire les contrats si Tango Fort n'était pas au courant. C'est ce que les gens disaient de lui. On disait que tous les joueurs chez Vecleb lui appartenaient. Et aujourd'hui, si Tango Fort décidait de partir chez de Vecleb, il va partir avec tous les joueurs qu'il aurait amenés. Mais on avait vu tous. À une époque, Tango Fort était parti. Il y a certains joueurs qui sont restés. Puis après, cette génération-là était partie. Donc, chaque président avait sa manière de faire. Mais moi, la question que je vais poser, c'est au comité de Vecleb. Jean-Marc Kendi, croyez-vous que tout ce qui se passe aujourd'hui avec Amadou Diaby, est-ce que le comité n'est pas au courant? On est trop fort pour critiquer, mais lorsqu'il s'agit de l'argent, c'est tout le monde qui s'était. Ok. Je vous dis, il y a un entourage. Quand je vous avais dit, il faut avoir une équipe managériale forte. Je félicite d'abord tout le travail qu'il est en train de faire. C'est précieux. Oui. Parce que déjà, ça prouve qu'il a un esprit managérial, chercher voilà, des nouveaux partenaires, de nouveaux sponsors, de nouvelles personnes qui vont prendre l'équipe en main afin que l'équipe puisse se relever. Ça, c'est encouragé. Mais le mal, c'est de modifier les statuts de Vecleb, un statut qui date de très longtemps. Mais je me pose la question. Est-ce que la modification de ces statuts d'abord, il n'a pas consulté les comités pour modifier les statuts. Et deuxièmement, si c'est pour modifier quelque chose qui ne permettait pas au club d'aller de l'avant, où est le mal? C'est ça la question que moi je me pose. Ouais, aussi ça. Alors, s'il a contacté les comités, pourquoi les comités n'ont rien dit jusque-là? Parce qu'on voit vraiment plusieurs personnes se taire par rapport à ces dossiers. C'est seulement aujourd'hui que les médias essayent d'en parler, que ça fasse un peu de bruit. Et les soi-disant opposants, aujourd'hui, qui veut voilà, prendre la place de M. Amadou, M. Deon Voidi, qui essaye aussi d'élever les tons pour dire que non, ça ne va pas marcher. D'accord, mais moi je pense que la réunion qui devrait se tenir la semaine qui vient de s'écouler, il devrait y avoir plutôt tête à tête entre M. Amadou et M. Deon, qu'ils s'assoient. Parce qu'aujourd'hui, si Vecleb est divisé, en ce moment où Vecleb est en phase des playoffs, chacun veut jouer jusqu'au dernier carré pour avoir une qualification au niveau africain.
je ne pense pas que c'est un bon moment pour que cette discussion ait lieu. Il faudrait d'abord s'asseoir sur une même table. Moi, je pense que c'est un message même que je suis en train de lancer, sur une même table. Essayer de mettre d'abord les problèmes de côté, voir d'abord comment faire avancer l'équipe et puis revenir sur les dossiers du statut, parce que on ne peut pas modifier un statut sans que les comités ne soient au courant. Si réellement les comités de V-Club n'est pas au courant de la modification de ces statuts, là, il va à l'encontre des règlements intérieurs de l'équipe de V-Club. Et je pense qu'il faudrait lui faire asseoir. Mais si tout le comité est au courant et que c'est le grand public qui fasse un peu de bruit, je pense qu'il doit sortir médiatiquement pour en parler. Amadou Diaby doit sortir médiatiquement pour en parler, mais un autre de V-Club, il s'appelle lui Denis Kambaye Chimbumbu, ancien ministre de sport qui a été réussi sur le plateau de Télé 50 avec Au cœur du sport. Il était accompagné par Eddie Kankoukadima, Valdo Simon Yaba, mais alors que le présentateur était Christian Boukaya Doukouré. Alors, une très belle sortie médiatique de ces grands tomes de sport en RDC. Pour lui, ce qui arrive avec Club aujourd'hui sur le plan technique et tactique, c'est parce que dans V-Club, il n'y a plus l'unité. C'est quand il y a les Déo d'un côté, il y a le Amadou Diaby d'un côté avec ces gens. Aujourd'hui, on a caricaturé quelques journalistes sur Internet pour dire que ce sont les journalistes qui font le lobbying du président. Moi, j'aimerais encore vous poser cette question sur les journalistes de sport. Et par après, on va quand même passer à autre chose. On va parler basket pour finir. Quelques minutes seulement qu'on a aujourd'hui pour parler sport sur Afro Diaspo Media. Est-ce qu'aujourd'hui, il est bon pour un journaliste, je parle d'un journaliste, de s'afficher avec le couleur d'un président. Dire, moi, je défendrai tel jusqu'à ma mort. Par exemple, ça. Et même aux périodes de élections, comme vous pouvez voir dans le football féminin, il y a par exemple Olive Kiloa qui a postulé, il y a Arlette Boutella qui a postulé, et il y a les journalistes les autres pour Arlette Boutella, les autres pour Olive Kiloa. Est-ce que c'est ça le travail d'un journaliste? Je parle à quelqu'un qui détient la licence. Junior Mukendi, je vais répondre en tant que spécialiste dans le domaine, dans le domaine des communications et journalisme. Nous avons tous fait les grandes écoles des communications, les grandes écoles du journalisme. Là, je vais répondre parce que aujourd'hui, on parle d'un chargé de communication. Aujourd'hui, on parle d'un chargé de presse. Surtout de ces côtés-là, chargé de presse, c'est très important. Chaque équipe a chaque club a une équipe de communication. Et c'est très important d'en avoir. Mais je vous dis, un individu n'achète pas un journaliste. Ok. Et un journaliste ne peut pas se taper la poitrine appartenant à un président à vie ou appartenant à une équipe à vie. Ok. Ça d'abord, il faudrait mettre ça de côté. Ce qu'il faudrait clair, les journalistes aient amputé d'une neutralité jusqu'à la fin de son métier. Il doit toujours être neutre. Mais quand est-ce qu'un journaliste doit appartenir à un club? Quand est-ce qu'un journaliste doit prendre parti à un tel club ou une équipe? C'est du moment où le journaliste est attaché de presse. Ça, je l'ai dit clair. Du moment où le journaliste est attaché de presse d'un club, là, il peut défendre son club dans les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias. Parce qu'il y travaille comme attaché de presse. Et dans cet attachement, les journalistes ne restent que sur les faits. Les journalistes ne mentent pas sur les faits. Ok. Ça, il faudrait d'abord comprendre. Ça veut dire que les journalistes n'inventent pas des mensonges pour sortir du média afin qu'ils paraissent très bien et qu'ils bouffent de l'argent d'un président. Parce qu'on le voit aujourd'hui avec beaucoup de journalistes sportifs. Il va dans le média, il dit des choses, ce qu'aujourd'hui on appelle les dialolos à Kinshasa, il dit des choses qui peut-être aujourd'hui n'existeraient même pas et que même ces présidents seraient incapables de faire, afin qu'on lui donne 100, 200 ou 300 $. Ça, c'est tuer les métiers. Quand est-ce qu'encore un journaliste peut prendre parti d'un club ou d'une équipe? C'est lorsqu'il y a une communication une communication mensongère. Ok, sur son club. Sur son club. Ouais. Là, il peut sortir médiatiquement pour démentir les faits. Mais en démentant sur les faits, il reste toujours sur la réalité, sur la vérité. Il reste toujours dans les faits. Ça, c'est ça, en fait, ce que notre métier nous oblige. Ok. Mais aujourd'hui, on a tendance à ce que les journalistes appartiennent à tel sans pour autant être attachés de presse. Ok. Il n'y a plus de neutralité. J'ai dit ici, Junior, seul le journaliste qui est attaché de presse peut prendre parti.
Mais maintenant, l'attaché de presse, ça on entre maintenant en matière, je prends quelques secondes, on entre dans la RTV. Celui qui est attaché de presse travaille en collaboration avec d'autres médias, télévision, radio, médias en ligne. Pourquoi? C'est pour relayer l'information qui sort de l'administration, de l'équipe, afin que ça soit partagé dans les autres médias. C'est en ce moment-là, il contacte d'autres journalistes. Non, il y a tel dossier. Est-ce que vous pouvez en parler? Et les autres journalistes qui sont en contact avec lui peuvent regarder par rapport à la ligne éditoriale de leur site ou de leur télévision, radio, si c'est possible que cette information puisse passer, mais en vérifiant d'abord la source et la crédibilité de cette information. C'est en ce moment-là que vous pouvez accepter, ok, d'accord, nous pouvons passer cette information et nous ne pouvons pas passer peut-être par rapport à notre ligne éditoriale. Point, c'est tout. Ben, dire que voilà, tel journaliste appartient à vie. Non, ça, ce n'est plus du métier. Ça, c'est autre chose. Ne lui qualifiez plus d'un journaliste, mais qualifiez-lui peut-être d'un animateur. Animateur de l'équipe, quelqu'un qui cherche l'argent pour voilà, gagner sa vie. J'aime la radio Afro Diaspora. Alors, toi, tu ne peux pas aimer l'Afro-Diaspora. Pourquoi? Parce que cet après-midi, c'est alors la tête de Prince qui sera à couper une fois de plus. Parce que quand il vient, c'est pour me chercher des problèmes, c'est pour dire de vérité. Et là, il vient encore de vous dire une vérité. Tu as raison d'aimer comme Dorcas. Kinshasa, j'aime la radio Afro Diaspora. Ah, merci Dorcas qui me facilite d'ailleurs la tâche de laisser le football pour basculer en basketball, Youth Basketball DRC deux fois. Mais Annie, on va dire mais Annie, ça se dit en français. Bon, Youth Basketball DRC deux fois, publie 2 articles allant dans le sens de réveiller la Fédération congolaise de basketball féminin pour leur dire et les gars, écoutez, il y a une grande fête qui va se passer au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous sommes absents. Est-ce que les gens réalisent, excusez-moi, aujourd'hui, que nous sommes absents à cette grande fête d'Afro-Basket qui va se jouer en Côte d'Ivoire? D'abord, vous, en tant qu'amoureux de la discipline, qu'est-ce que ça vous fait de voir qu'aujourd'hui, la RDC ne participera pas? On doit avoir honte. Honte de nous, honte de notre fédération. Et honte de notre basketball féminin. Parce que moi, quand je regarde les atouts qu'on a, l'histoire qu'on a dans le basketball féminin, mais aussi la capacité des gens qui réfléchissent dans cette république, et surtout dans notre fédération, qu'on soit incapable d'être souvent dans l'afro-basket féminin. C'est-à-dire, ça devient une habitude. Vous êtes là, cette année, après... Dès 3 éditions, vous manquez, puis vous revenez après 4 éditions. C'est anormal. Pourquoi c'est anormal? Historiquement, nous sommes la 4e nation. La 4e nation du basketball en Afrique, du basketball féminin. Incessamment, on était 3e, mais il a fallu que le Nigeria puisse remporter son 4e Afro-Basket pour que nous puissions descendre dans le palmarès en tant que 4e nation. Mais la FIBA nous considère comme deuxième nation par rapport à notre, c'était par rapport à l'époque, à notre constance dans ce sens-là. Parce que vous comprendrez que dans les années 70, 80, 90, les finales ne se jouaient qu'entre la RDC et le Sénégal, pour ne pas dire Zaïre. La RDC et le Sénégal, la RDC et le Sénégal. Et c'est la grande gloire des épopées. C'est-à-dire la génération des Komichelo, Yuyu Mwadi, la génération des Lingenga. Cette génération, Junior Mukendi, c'est une génération qu'on ne peut jamais oublier, mais aujourd'hui, on est en train de les mettre dans les oubliettes. Parce que pour qu'on n'oublie pas votre histoire, vous devriez rester dans la compétition. Et moi, je me pose la question, qu'est-ce qui fait à ce que nous puissions manquer l'afro-basket? Selon toi, c'est d'être toi. En premier lieu, nous avons manqué l'afro-basket parce que le Cameroun nous a éliminés. Les Camerounaises nous ont battus ici 2 fois. Ah, donc c'est ça la raison. C'est la première raison. Ok. Mais ce qui n'est pas une raison, c'est de dire que nous manquons d'athlètes. Ok. Non, mais d'abord, même, pourquoi? Parce que d'abord, même si vous avez les athlètes, hein, déjà, tu viens de souligner ici, c'est ce que je voulais que les gens connaissent. Les gens doivent connaître qu'on a été battus en aller-retour. En aller-retour, ici, à Kinshasa, par les Camerounais. Par les Camerounais. Ce qui fait que nous n'avons pas de ticket pour aller en Côte d'Ivoire. Mais c'est là où on doit commencer
Après avoir été battus en aller-retour, quels sont nos foyers? Quels étaient nos avantages? Si on doit arranger, qu'on arrange quoi exactement? Nous avons le coach Bellard, nous avons le coach Raven. Les deux coachs étaient coachs de l'équipe nationale et sont le coach de l'équipe nationale jusqu'à aujourd'hui. OK. Face au Camerounais, qu'est-ce qui nous a manqué? Alors qu'il faut quand même rappeler que le Cameroun nous jouait avec le fils qui venait de 3e division. Il y a certaines choses que j'ai envie de dire ici. Parle-moi de mon équipe nationale. Certaines vérités qui peuvent faire mal. Parle de l'équipe nationale congolaise. Nous avons les coachs. Ne parle pas individu, parle de l'équipe. Non, je parle de l'équipe. L'équipe nationale, c'est un ensemble. C'est les staffs, c'est la fédération, c'est tous les Congolais, en fait. Nous avons les staffs du coach Raven, mais aussi du coach Bellard. C'est un staff qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est un staff même qui était à l'Afro-Basket. Et aussi pour dire, les coachs Bellard et les coachs Raven sont des habitués des grandes compétitions. Et beaucoup plus des compétitions féminines. Je parle de l'Afro-Basket, mais aussi des Women BL. Qu'est-ce qui se passe? Les coachs Raven étaient à l'Afro-Basket à Kigali en 2023. Des matchs avec son coach titulaire, les coachs Bellard. Moi, je pense, c'est après cet Afro-Basket que les coachs Raven et les coachs Bellard devraient réfléchir sur les futurs, sur la suite. Que deviendrait l'équipe nationale après l'Afro-Basket 2023? Mais je pense après 4 défaites. Non, c'était même 3 défaites. On n'avait jamais gagné au Rwanda. Toutes les équipes nous ont battus, même les équipes qui étaient plus petites que nous. Je prends les cas de l'Ouganda. Ils nous ont battus. C'était un échec total. Et dans un pays mais on avait les estimées meilleures joueuses que tu veux qu'on amène en Côte d'Ivoire. S'il te plaît. Je peux même vous citer toutes les joueuses qui étaient à Kigali. Non, je crois que tu ne citeras pas les noms qui vont empêcher mon émission d'être diffusée. S'il te plaît, je ne citerai pas des noms. Parmi ces joueuses, il n'y a que peut-être 2 qui mériteraient cette équipe nationale. Et je dis clair. Parmi les joueuses ramenées au Rwanda l'autre fois, en 2023, seulement méritent les sélections. Si aujourd'hui on ferait encore une sélection, peut-être on ne prendrait que 2. Et je pourrais vous citer leurs noms si vous voulez. Vas-y, moi je vais. Je cite en premier lieu Mariana Mwadi. Mariana Mwadi qui Mariana Mwadi aujourd'hui, joueuse de... C'est quelle équipe encore son équipe Je l'ai dit avec beaucoup de fierté, elle est parmi les 5 meilleures joueuses en France. Elle est top 5. Top 5, ouais. Et cette semaine, il y aura nomination. Si elle a la chance parmi les 5 meilleures joueuses, d'abord elle est top 5 de la France. Et parmi ces top 5, on va choisir qui sera MVP. Si aujourd'hui on a la chance, Mariana Mwadi pourrait être MVP dans les championnats français. Parce qu'on parle de, par exemple, Mariana Mwadi, comme vous venez de faire des éloges. Quelle autre joueuse qui était à Kigali, qui pourra faire partir de l'équipe nationale aujourd'hui? Qui autre? J'ai parlé de Mariana Mwadi qui joue chez Montbrison en France. Montbrison en France, ouais. Et Gracie Rebou. Ok, on prend Mariana Mwadi, Gracie Rebou. Ce sont je crois, vous avez des pivots. Le D, elles sont en poste... Je ne te parle pas en termes de position. Non, s'il vous plaît. Je ne te parle pas en termes de position. Vous parlez plutôt des joueuses qui doivent revenir dans l'équipe nationale. Si on faisait une nouvelle équipe, alors on doit réintégrer. Qui était avec nous à Kigali en 2023. Ok. Celle aujourd'hui là qui mériterait l'équipe nationale encore. Merci. Il y a Mariana Mwadi et Gracie Rebou. Pourquoi j'ai dit? Parce que... Ne te justifie pas. Tu en as déjà dit. Si je ne me justifie pas... Tu vas te justifier. Je risque d'être amputé des choses que je n'ai jamais expliquées. Mais c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit 2 joueuses. Mariana et puis Gracie Rebou de ceux qui étaient à Kigali l'autre fois. Je ne le voudrais pas par sentiment. Les statistiques doivent les prouver. Ok, les statistiques de Irebou, c'est quoi? Avec l'équipe nationale en 2023, c'est quoi? Parce que les statistiques de club peuvent sombrer en équipe nationale. Ça arrive. En club, vous pouvez être dans de bonnes conditions pour faire ces points-là, alors qu'à l'équipe nationale, vous manquez ce qu'on appelle les collectifs, parce que l'individuel en équipe nationale s'appelle collectif. Ça, c'est ce que dit Michel Perrin. Il dit ça à ses joueurs. Il dit, pour moi, l'individuel, c'est le collectif. Ça veut dire, si les collectifs jouent bien, pour moi, la RDC a bien joué. La RDC est individuelle. Voilà. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Si vous avez besoin des statistiques en équipe nationale, à Kigali, c'est qu'ils ont apporté. Ramenez cette même équipe que les Cameroun avaient battue, comme ça on aura Divine Pembe qui vous avait marqué. Ah là. Prince Bacha. Plus de tirs à 3 points. Prince Bacha. Vous aurez, s'il te plaît, vous aurez Samba My Love. Vous aurez Kevin Kabongo. Et les autres, Marlène Gobeleza. Et ça sera ainsi de suite.
S'il vous plaît. L'équipe nationale du Cameroun, Junior Mukendi. Tu es sauté vite à l'équipe nationale du Cameroun. Non, mais parce que j'ai Prince envie de Batia, parler. vous avez ma question. Écoutez ma question. Réécoutez ma question bien. Quelles sont les statistiques de Mariana Mwadi et de Gracie Rebou lors de la compétition à Kigali, qui fait d'eux les joueuses qui peuvent revenir encore dans l'équipe nationale? Tu ne te rappelles pas? Non, je me rappelle. Ok, vas-y. Mais je voudrais répondre en disant ceci. Je vais vous donner des statistiques. Ok. Et même les temps des jeux. Vas-y. Mais je voudrais répondre en disant ceci. Si vous rappelez des joueuses par rapport à leur performance à l'équipe nationale, ramenons seulement la même équipe. Parce que vous comprendrez d'abord en premier, les Gracie Rebou n'a pas les temps de jeu à l'équipe nationale de la RDC. Ok. On prend à Kigali. Nous avons joué contre l'Égypte. Nous avons joué contre le Nigeria. Nous avons joué aussi contre l'Ouganda. Je pense que Gracie Rebou, c'est 8 à 9 minutes. 8 à 9 minutes. Pour une pivote. Mariana Mwadi, c'est entre 18 et 20 minutes. Ok. Et son statistique, la moyenne, c'est entre 10 et 12 points par match. Tu as des précisions, hein, parce que les internautes, ils sont rapides. Hein. Je parle de la moyenne. Oui. Je ne parle pas par match, mais je fais la moyenne. Entre 10 et 12 points par match. Tandis que Gracie Rebou, c'est entre 2 et 4 points par match. Ça, c'est en équipe nationale. Et par rapport au timing des jets. Mais Junior Mukendi, on ne sélectionne pas par rapport à l'équipe nationale, on sélectionne par rapport au club. Et c'est de ça que j'étais en train de parler. Regardez aujourd'hui parmi toutes ces filles. Qui est au top parmi ces 12? Qui est au top, qui fait mieux plutôt que Mariana Mwadi et Gracie Rebou? Je ne vois pas. L'effectif de Kigali, là, il y avait encore qui à l'intérieur. Il y avait Christine Ngoussou, il y avait... Ouais, mais par exemple, Ngoussou, après sa dernière prestation avec Makomeno, après sa prestation avec l'autre équipe au niveau de... Fox en Tanzanie. Exactement. Bah, tu peux quand même voir que Ngoussou reste une dame qui peut toujours vous jouer à tout moment. Chez Makomeno, Ngoussou n'avait jamais été performante. Qu'est-ce que tu dis? S'il te plaît. Ngoussou, elle nous sort un match XL en demi-finale et en finale. Junior, je parle avec Ngoussou. Ok. On peut même l'appeler en direct de cette émission. Écoutez, parler avec une joueuse ou un joueur ne fait pas d'office de cette joueuse-là moins performante. Une joueuse peut vous dire, je ne suis pas en forme. Pourquoi elle dit qu'elle n'est pas en forme? C'est parce qu'elle est habituée à marquer 15 points par exemple, mais elle vous marque 5. Elle vous dit qu'elle n'est pas en forme. Mais vous pouvez voir que cette joueuse, adaptée à X et à Y, vous avez la paire qui peut vous gagner le match. Bon, ce qu'on retient, c'est qu'en équipe nationale, on doit revenir avec des joueurs. J'ai été toujours sincère dans mes analyses. Ok. Je parle avec quelqu'un, mais quand il faudrait dire ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Notre équipe nationale souffre. Avec les staffs. Bon, parce que tu parles de staff, qu'est-ce qu'il faut faire avec le staff? Il faut faire partir Bellard et Raven. Ça, je n'ai pas encore dit. Non, mais le staff. Mais selon ma réflexion. Le problème souffre des staffs. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire avec le staff? Selon ma réflexion. Si on fait asseoir Raven, les coachs Raven et les coachs Bellard, on fait asseoir directement la majorité de l'équipe. Pour nous ramener de nouvelles figures. Arriver, d'abord, finir avec les staffs. Qu'est-ce que les D-coachs, qu'est-ce que la fédération doit faire de ces D-coachs? Ben, la fédération et la RDC a besoin des résultats. On n'a pas de résultats. Les D-coachs n'ont pas de résultats, ce qui veut dire qu'il faut les mettre de côté. Je n'ai pas dit ça, mais j'ai dit... Oh là là! S'il te plaît, Junior Mukendi. J'ai dit ceci. Ça fait combien d'années depuis qu'il Raven est avec les Léopards? Je pense qu'on l'a ramené depuis 2023. Les coachs Bellard, je pense que c'est la même époque que les coachs Raven. Parce qu'avant ça, c'était les coachs AD qui partaient avec l'équipe nationale. Et puis, c'était l'effet... les coachs qui étaient chez Club Personnam, son nom échappe. Papi Kembe. Mais après, dites-moi, Junior Mukendi, de 2023 en 2025, une participation à l'Afro-Basket, aucune victoire, et même parfois même des défaites avec des longs écarts. Les éliminatoires, aucune victoire. Mais, soyons managérial, Junior Mukendi. Qu'est-ce qu'il faut faire? On juge l'homme selon les résultats. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'équipe nationale féminine n'a pas de résultats. Qu'est-ce qu'il faut faire? En premier lieu, parlons comme les Anglais. En premier lieu, c'est les chefs. Les chefs n'ont pas si bien géré. C'est-à-dire, il faut faire partir les chefs. Okay. Et les chefs, c'est les staffs. Ok, merci. Les staffs Deuxièmement, les athlètes. Oui. Est-ce qu'on peut finir avec les staffs? Parce qu'on va passer à autre chose. Deuxièmement, les athlètes. Ok. Il y a certains athlètes. Le minute fil, s'il te plaît. Il y a certains athlètes qui ont grandi. Qu'on ne doit plus rappeler. Ah, Mariana n'a pas grandi, hein?
Non, quand je parle des grandes listes, c'est-à-dire c'est celles-là qui, depuis que tu es enfant, sont toujours à l'équipe nationale. Mariana, je l'ai connue toujours en équipe nationale. Hein. La première sélection de Mariana Moadi, c'est en 2019. Ok, ça veut dire. Et à cette époque, elle est toute jeune, elle était chez Vecleb. Merci. Et elle n'avait même pas joué. Qui traîne? Elle était dans les. Qui jusqu'aujourd'hui n'est pas venu aussi en 2019, qui continue à jouer qui? Moi, je pense que Christine Goussou doit laisser la place aux jeunes. Ok. Déjà, elle n'était pas sélectionnée. Aux jeunes. Elle était au basket en 2023. Oui, en 2023. Elle n'était pas sélectionnée aux éliminatoires. Il y a les autres que je ne voudrais pas citer les noms, qui doivent aussi laisser l'équipe nationale. Mais alors qu'elles ont commencé après Mariana. Comme qui? Comme celle-là que tu ne veux pas citer. Non, non, juste pour dire que, voilà, là, on a besoin des gens des athlètes qui sont performantes. Mm. Et au-delà des performances, on a besoin de préparer l'avenir. Mm. Moi, j'ai félicité quand même parce que on a des filles comme My Love. Mm. Si on essaye de travailler, parce que la fédération dit que voilà, les filles ailleurs, en France, aux États-Unis, c'est difficile. Mm. Mais regardons même ici, nos jeunes filles ici qui sont en train de monter. Mm. Est-ce qu'il y a-t-il un projet que la fédération a présenté pour préparer peut-être pour 2 ans, si on a raté cet afro-basket, l'afro-basket dans 2 ans, est-ce que la fédération prépare ça même? Exactement. Vous dites exactement. Non, en fait, exactement tes mots. Ah, Je n'encourage que tes mots. ah d'accord. Finis ta réflexion. Ça veut dire, est-ce que la fédération a un projet, voilà, pour dire qu'on va récupérer les My Love, les Abigail Kongolo, les autres filles qui peuvent être les étoiles dans l'avenir. Est-ce qu'on les prépare? Parce qu'on essaye de faire les choses à la va-vite. Alors que chez les hommes, ce n'est pas le cas. Okay. Les hommes, vous voyez, il y a Joyel qui est impliqué. Ils vous amènent les loutétés. Chez les filles, quelle est la fille qui évolue en France que vous nous avez ramenée? Okay. La fille qui évolue aux États-Unis que vous nous avez ramenée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un bon management. Est-ce que la RDC manque un bon manager pour les filles? Okay. On ne manque pas. Mais seulement, on n'est plus intéressé des filles parce qu'on suppose que les dossiers des hommes, ça va vite. Okay. Mais les dossiers des filles, au ministère, ça tarde. Et puis, le ministre va dire c'est une compétition des femmes. Après, chez les hommes, l'argent sort rapidement. Okay. Les filles, l'argent ne sort pas. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, ça réclame. Bah après, c'est Prince Bacha qui passe à l'émission pour dire, après, on va dire, ah, faux petit. J'accepte. Mais j'ai toujours dit des faits et des vérités toujours très haut. Alors, Prince Bacha dit qu'il dit de vérité très haut, qu'il parle de faits. Prince Bacha pose des questions de savoir quel est le projet de la Fédération congolaise de basketball sur le basketball féminin. Prince Bacha dit de l'équipe nationale qui est allée à Kigali l'autre fois, il faut retenir seulement deux joueuses pour que ces joueuses-là soient encore Mariana Moadi et il a aussi parlé de Grace Irebou. Donc, toutes les autres, il faut déjà oublier et passer à autre chose. Il a aussi proposé qu'on puisse faire soit avec les jeunes filles qui font rage aujourd'hui à Kinshasa, soit en République démocratique du Congo, parce que nous avons My Love, nous avons d'autres jeunes filles de 15-16 ans. Ça veut dire que les compétitions d'âge vont très très bien pour ces filles-là. Voilà d'ailleurs le projet Interville, là où ça va aboutir, c'est permettre aux jeunes de savoir jouer dans une sélection. Et quand tu auras une compétition d'âge, que ces jeunes-là aillent jouer. C'est ce que je connais de la fédération. Et à ce mois de mai, au moins que ça soit une surprise, une équipe d'âge de la RDC jouera une grande compétition. Et après ça, on va avoir l'idée qu'on va avoir. On passe directement. J'avais voulu dire un truc, mais après... Vas-y. Moi, je donne les temps à tout le monde. C'est une proposition. Vas-y. Propose. Si vous acceptez que je dise même son nom. Propose, mais ne cite pas les noms des gens. Bah, j'aurais voulu citer les noms, mais parce que je ne peux pas citer les noms. Vous ne pouvez pas citer les noms des gens parce qu'on n'a pas besoin de problème. Ça, c'est Afrodias Média. Les amis, le propos de nos invités les engage. Nous ne sommes pas avocats et juges de quelqu'un sur ces plateaux. Il dit ce qu'il a à dire. Si on a recadré, on recadre. Il a parlé d'un projet, je lui ai parlé d'Interville. Ça s'appelle recadrage. Parce que l'Interville n'a pas d'autre aboutissement à part avoir une équipe d'âge pouvant représenter la RDC et préparer l'équipe A de la RDC. Et c'est pourquoi l'Interville se joue dans les 2 versions. Si Dieu est pour nous, avec Youth Basket, j'irai couvrir cette compétition d'Interville dans une autre ville de la RDC. Je ne serai pas à Kinshasa. Parce qu'on a besoin, nous aussi, de voir de près ce qui signifie l'équipe nationale d'âge. Alors, on va passer directement parce qu'on va maintenant parler du derby quinois. Envie de trusser le match, mais bon, il n'y a pas moyen. J'avais déjà commencé l'émission comme ça. Terrer
face à Onatra. Onatra qui bat Terrer. On va quand même dire que c'est fini la décennie. Terrer doit oublier ce que signifie gagner successivement de coupes en battant presque tout le monde. Aujourd'hui, Terrer avec à sa tête Raven Mwimba qui fut un ancien joueur de Terrer. Jusque-là, pas un seul derby gagné. Comment tu trouves que le BC Terrer aborde... Bon, en fait, comment toi tu analyses la manière dont Terrer aborde ses derbys? D'abord, je crois, 3 déjà joués. Comment ils abordent ça? Bah d'abord, c'était un match de plusieurs enjeux, sachant que c'était d'abord un match de polémique. Polémique parce que Terrer, ça fait 4 ans que Terrer est imbattable à Kinshasa. Mais au-delà de ça, un polémique, les retours de Raven, un ancien coach de Terrer. Mais aussi ancien joueur. Ancien joueur. Mais aussi un enjeu par rapport aux résultats. Parce que nous courons tous derrière les résultats, derrière les positionnements et les classements. Après, ici, ça sera, je pense que ça sera la phase des 10. Il faudrait être parmi les 10 clubs qui vont se qualifier pour la phase des 10 de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Mais imaginez-vous, nous jouons un derby que Raven doit obligatoirement gagner parce que tous les derbys que Raven Mwimba a joué, il n'a pas gagné. Jusque-là. Face à Foucache, il a perdu contre son ancien adjoint, Coach Gires. Il a perdu encore face à SCTP. Non, c'était... Face à Molokai. Face à Molokai. Molokai aussi qui essaye de revenir. Ça veut dire qu'il court derrière les résultats, mais aussi une pression par rapport au titre que Terrer possède. Mais regardez, voilà, nous revenons au gymnase, pas les gymnases, plutôt les stadiums des martyrs plein à craquer, surtout parce que voilà, là, le format et puis les nombres, ça permet à ce que voilà, on voit qu'il y a le public. Depuis 2022, je crois, Terrer n'a jamais perdu au stadium de martyrs. Hein. Oui, depuis Foucache, Terrer n'avait plus perdu. Mais Foucache, est-ce que c'était... Ah oui, exactement. 2022. Depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, Terrer n'a perdu qu'un seul match au stadium. Depuis 2021. Depuis 2021? Oui, c'est depuis 2021. Mais il a perdu contre Foucache une fois, après venir perdre encore en finale. C'était en 2021. En 2021. Donc, depuis 2021 jusqu'à 2025, Terrer n'a que 2 défaites dans ces stadiums de martyrs. Il n'a que 2 défaites. 2 défaites pour Terrer au stadium de martyrs. Il n'a jamais perdu là-bas. Il perd difficilement là-bas. Ah, ok, ça arrive. Vas-y. Mais après, je regarde les staffs d'abord. C'est un staff très costaud. Très costaud. Raven Mwimba. Kao qui est revenu. Vous avez Voda. Aujourd'hui, un coach qui est un peu sollicité un peu partout, à Bukavu. Et puis nous avons le coach Voda. Mais direz-nous, est-ce que ça ne marche pas? Je ne crois pas. Je pense que ça marche. Parce que lorsqu'on regarde l'effectif de l'équipe des Terreurs, on dirait que voilà, c'est une bonne équipe. On a ils ont Messi, ils ont Christian Kadima, ils ont JJ qui vient de revenir, ils ont encore qui autre, il y a un nom, c'est Benny. Vous savez, ces 5 là, mais c'est des finalistes de la Coupe du Congo. Alors, qu'est-ce qui ne va pas alors? Alors, on rentre sur terrain. C'est Onatra qui mène les jeux. Du début presque jusqu'à la fin. Je pense que Terrer est revenu 1 ou 2 fois sur les scores, mais après perdre les pédales jusqu'aux dernières minutes. Et je ne pourrais pas dire que Terrer est trop bas, mais je reviens peut-être sur l'équipe de Onatra. Regardez tous les matchs très difficiles, très tendus que cette équipe de Onatra a joué. C'est des matchs gagnés toujours à la fin. Alors qu'ils ont perdu contre Ballers. D'accord, j'ai fait. Onatra a perdu face à Ballers, Terrer a tapé Ballers. Non, mais je pense qu'il faut aussi parler de cette équipe de Ballers, mais puisque non, on finit d'abord du derby. SCTP. Regardez les matchs Molokai SCTP. C'est un match gagné à la fin, mais SCTP, à la fin, c'est une pression totale. C'est Aloko qui est tout feu, tout flamme. C'est Machi Bende qui te fait des rebonds incroyables. C'est Aloko qui te tire à tout sens. Ça veut dire que les coachs Piro travaillent tout le long de la rencontre, mais ils savent les enjeux du 4e quart-temps. Lorsque vous regardez le match Terrer-SCTP, Terrer a perdu dans les 2 minutes de la fin. Je sais pas. C'était presque égalité ou c'était un écart de 2 points. Mais regardez les 2 tirs à 3 points à la fin comme ça.
Terreur ne se retrouve plus. Les coachs ont du mal à demander un temps mort. Et puis après, ça va jusqu'au bout. Et au-delà de ça, c'est le manque de réalisme des joueurs des Terreur en lancer franc. Mais aussi, il y a les pivots des Terreur qui marquent. Il est seul, 1-2 points qui pourrait amener les scores à 3 points et puis miser sur un tir à 3 points pour ramener l'égalité. Alors que nous savons tous que Terreur a des profils, des gens qui peuvent tirer à 3 points tels que Messi, Arsène et les autres. Mais qui te rate en ces moments-là, qu'est-ce que les coachs lui disent? On n'a pas ces discours-là. Je pense que le coach Raven, si toute cette semaine ils auront entraînement, il devrait retravailler sur ça, les dernières minutes, les moments cruciaux, les moments où l'écart est serré. Il faudrait travailler sur ça. Parce que vous jouez les dernières minutes, mais vous laissez les joueurs de Onatra libres, qui peuvent prendre des tirs, alors que vous pouvez jouer les man-to-man. C'est ce qui a tué aussi l'équipe de Terreur. Il laissait beaucoup d'espace. Alors qu'on avait beaucoup de shooters, Aloko te shoot, David te shoot. Il y a un gars là, à son nom, le dossard 12 de Onatra, son nom m'a échappé complètement, mais c'est un très bon tireur. Je crois qu'il a même fait les films Bouchicotte par moment. J'ai vu Aloko qui a crié devant Messi. Je crois que la photo est là, où Aloko est en train de crier devant Messi. Et c'était les choses qui réveillaient le grand Messi. Mais aujourd'hui, quand on crie devant Messi, allez, c'est bon, ça passe. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, je vais parler par exemple de la décision. Aujourd'hui, la décision ne se dessine pas. Aujourd'hui, Terreur, c'est comme si il n'y a plus envie de gagner. On a envie de jouer tout simplement. Mais pour ceux qui disent par exemple que le fait que Raven soit venu chez Terreur, Raven a recommencé par exemple le travail à zéro. Terreur ne joue plus ce qu'il jouait. Terreur joue autre chose alors que Raven, c'était un coach très bien lié avec Foucache. Vous avez vu qu'au dernier temps avec Foucache, il commençait déjà à perdre 2 matchs avec Foucache. Est-ce qu'aujourd'hui, vous donnerez peut-être raison à ceux qui disent Raven a été déjà lié, c'est fini. Il doit tourner une autre page, il doit écrire Bachema et Asika, Louis Sorbonne, tout ça. Bon, je pense que ce serait trop sentimental de dire que Raven a été lui. Qui est celui qui lit un coach? Qui est celui qui lit un coach dire que voilà, j'ai déjà lu son système, après je sais ce qu'il va faire, il va faire ceci, il va faire cela. Ça, ce ne sont que des émotions ou des victoires qui font dire aux gens qu'il y a tout le temps là qui a ça l'année le roté. Mais rappelez-vous que nous sommes encore dans les phases des groupes. Certes, c'est une victoire, mais sachez que Terreur jouera les derniers carrés. Et pensez-vous que ça sera le même visage que Terreur va apporter? Mais si Terreur doit apporter quelque changement, il les apporte où et où? Aujourd'hui, nous félicitons SCTP parce que SCTP vient de briser la glace, briser peut-être cette malédiction que voilà, Terreur imbattable. Bon, c'est pas seulement SCTP, il y a Molokai qui a battu Terreur. Mais après, est-ce que la question qu'on se pose, est-ce que les ambitions qui sont pour le coach Raven de gagner la Coupe de Kinshasa, qui est d'abord une habitude, et de gagner la Coupe du Congo, qui est un objectif. Est-ce que dans la ligne où vont les choses, est-ce que le coach Raven serait encore capable de dire devant les micros des journalistes que je vais gagner la Coupe de Kinshasa? Pourquoi j'ai dit ça? Aujourd'hui, il n'y a plus de surprises à la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Il n'y a plus de surprises. C'est maintenant tous les clubs qui veulent gagner les titres. Ça veut dire qu'il y a des surprises. Non, au début, c'était une surprise. Une équipe vient et ils essayent. Et puis, non. On connaît déjà la force des bowlers. On connaît que Molokai veut gagner les titres. On connaît que New Gen, dans les playoffs, il nous amène les Français, le Malien, les Américains à New Gen. J'oublie même son nom. Les Blancs. Rotarier. Les Kylian. Kylian Rotarier. Ça veut dire que dans le playoff, la face du championnat va changer. Ça veut dire que Raven doit aussi changer sa philosophie et voir s'il peut nous amener de nouvelles touches. Parce que si ça va continuer avec Messi, Arsène Mona, je ne sais pas, Christian Kadima, c'est bon. C'est des meilleurs. Mais après, derrière, maintenant, c'est ça les problèmes aussi. C'est avec le même meilleur que Bollers vous a battu, que Molokai vous a battu. C'est avec le même meilleur que Onatra vous a battu. Est-ce que croyez-vous que Terreur sera à mesure de jouer les playoffs avec vos meilleurs qui vont tomber encore face à Onatra ou face à Molokai ou pendant la Coupe du Congo face à Showsport? Croyez-vous que ça sera encore le cas? Parce que l'objectif, c'est que Terreur veut aller à la balle. Exact.
Il y a même une interview, Christian Kadi m'a dit que voilà, ils veulent gagner à tout prix la Coupe du Congo. Allez, on va finir cette émission, mais on va quand même continuer à rappeler que juste après la Coupe du Congo, Christian Kadima va quitter le BC Terreur. C'est ce qu'il vous a dit? Il en a dit autant de fois dans ses interviews. J'ai suivi sa dernière intervention où il disait ce qui lui reste après 10 ans dans cette équipe de Terreur, c'est gagner la Coupe du Congo. Quand il l'aura gagné, il pourra aller voir ailleurs. Je pense qu'on pourra quand même voir Christian Kadima cette fois-ci avec le couleur, je ne sais, d'Onatra, je ne sais, de Molokai. Fukash, je ne sais, de Molokai par exemple. Donc c'est à Christian Kadima de se décider juste après avoir gagné la Coupe du Congo. On écoute Pierrot Ilunga, le coach de SCTP. C'est lui qui a gagné cette équipe de BC Terreur. Ça va faire 2 fois que cette équipe a perdu au Stadium de Martyrs. Le statistique démontre que depuis 2021, cette équipe n'a que 2 défaites dans le Stadium de Martyrs. Ça veut dire ça s'appelle le Temple de Terreur, alors que Onatra est bien l'équipe le plus titrée de la RDC à ce qui concerne la Coupe du Congo. On écoute Pierrot Ilunga. Ils n'ont fait que mettre en pratique tout ce qu'on leur a transmis comme notion et ça donnait les résultats. David de nature chez Onatra, il est joueur de poste 2, mais pendant toute la semaine pour la préparation de Terreur, on l'a préparé en poste 1 et il a joué un rôle un peu différent du rôle habituel. Et vous avez vu qu'il y a eu un apport au poste de meneur et ça a donné un bon résultat de son côté. En tout cas, je pense que le championnat encore non. Je connais Terreur. J'ai mis aussi ma main dans la pâte pendant plusieurs années, 5 ans, 10 ans. Je sais que c'est une équipe à respecter et on ne va pas se laisser distraire par cette victoire. On ne va pas se laisser distraire par cette victoire. C'est par ici qu'on va finir cette émission. Pierrot Ilunga est très bien conscient de cette équipe de Terreur, qu'il estime être un très grand club. Il ne va pas se laisser distraire par cette victoire qu'ils ont eue. Peut-être, est-ce que Pierrot Ilunga n'estime pas que cette victoire face à Terreur, c'était un cadeau empoisonné peut-être? Non, c'est pas un cadeau. Dans ce sens, parce que lorsque nous regardons le classement, SCTP est premier. Ok. Ça veut dire qu'il prend déjà en valeur, il considère la position à laquelle Onatra occupe. Il dit que si on va comme ça jusqu'au bout, peut-être on pourrait tomber sur une bonne équipe et pourquoi pas jouer la finale. Certes, ça sera une mission un peu difficile vu les enjeux, vu certains clubs aussi qui sont en train de monter en puissance. Mais je pense prendre un match comme ça, la gagner, ça fait partie déjà de l'histoire. Ça lance aussi un message à l'adversaire pour dire que voilà, vous nous avez battu autant d'années, surtout en finale parce que c'était Terreur Onatra. Mais voilà, nous sommes de retour. Pas seulement des retours avec une victoire, mais des retours aussi avec un coach qui vous connaît, voilà, dans ce sens. Parce que les coachs Pirot, certes, ils ont joué l'année passée. Les coachs Pirot, il était chez Onatra encore. Mais cette année, c'est une autre chose. Pourquoi? Parce que cette année, c'est une nouvelle équipe, un nouveau format. Mais aussi, il y a des joueurs qui s'ajoutent. Je prends les cas des Chameaux qui s'ajoute dans l'effectif. Mike Chibende qui reprend avec ses forces qui sautent très haut. Et nous avons Aloko qui est présent, mais aussi David Moubenga qui veut aussi prouver parce que les Angers, c'est aussi l'équipe nationale. Mais aussi les coachs Pirot, il doit faire ses preuves parce qu'il est le coach de l'équipe nationale. Ah ok, Pierrot Ilunga. Ça doit prouver, voilà, dans ces sens-là. Donc, on attrape jusque-là, je pense que ils n'ont rien à perdre. Ils vont aller comme ça, je pense, jusqu'au bout. Peut-être c'est dans les derniers carrés qu'on va juger qui sera champion de Kinshasa. Ton plus grand problème, c'est que tu restes là et tu ne veux pas dire ce que tu ressens pour l'autre. Les années passent, le jour passe, la personne se décide autrement et tu as tes yeux pour plairer. Ne regrette jamais pour n'avoir pas dit. Dis et regrette après. L'essentiel, c'est que tout le monde mourra. Depuis que j'ai appris que tout le monde mourra, j'ai appris à respecter Dieu, respecter la nature et faire ce que bon me semble. Mesdames, Messieurs, c'était avec Prince Bacha que nous avons analysé cette thématique d'aujourd'hui autour de Veclem. Nous sommes revenus aussi sur le basketball. Si je dois dire un joyeux anniversaire, je le dirai à Donnell Ilunga, joyeux anniversaire, le bébé de Papa Zuzor. On va partir ensemble avec toi au Maroc, mais pour maintenant, on se dit au revoir.